Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette visioconférence. On attend de pouvoir se retrouver, espérons prochainement, en présentiel, comme on dit maintenant. Donc, organisée par nous-mêmes, la Maison de l'Europe de Douai, Europe Direct Bassin Minier, Hauts-de-France. Je profite de ce premier événement grand public pour dire que nous avons été renouvelés Europe Direct et donc nous s'appelons maintenant Bassin Minier Hauts-de-France et que ce renouvellement nous permettra de faire de nombreuses actions dans les 5 années à venir. Donc, une conférence autour des questions d'environnement, de biodiversité, question absolument centrale actuellement, mais ancrée sur notre territoire. Je remercie vivement Mathieu James, qui est donc le coordinateur LIFE au Conservatoire d'espaces naturels de Hauts-de-France, le voici, qui est une structure associative de préservation de la nature. Et nous aurons ensuite Mathilde Castelli, que je remercie également, et qui est elle chargée de projet LIFE, également, comme Mathieu qui est coordinateur LIFE. On vous expliquera ils vous expliqueront ce que c'est. Donc, elle est chargée de projet LIFE au parc naturel régional de Scarpe-Escaut, qui est tout de même le premier de France. Donc, premier parc naturel régional qui date de 1968. Donc, pour le déroulement, ils vous exposeront durant une petite demi-heure différents éléments. Donc, tout d'abord, une introduction aux outils européens pour la protection de la biodiversité qui sont quand même très importants, assez méconnus, mais très importants. Puis, plus précisément, la préservation sur notre territoire avec le programme LIFE, très notamment des tourbières. Et ensuite, donc ça sera pour Mathieu James, et ensuite nous passerons à Mathilde Castelli, excusez-moi, pour le vécu, le concret de ce qui se passe sur le territoire du parc naturel régional Scarpe-Escaut au niveau des tourbières. Ensuite, bien sûr, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous le souhaitez dans le chat et vous aurez ensuite, nous poserons les questions que vous nous aurez envoyées et ils vous répondront. Voilà, je laisse la parole aux intervenants. Merci à eux. Merci Karine. Donc effectivement, je suis Mathieu James, je suis coordinateur du LIFE Anthropophanes au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. En gros, ça veut dire que je m'occupe de faire en sorte que le LIFE avance à bon rythme et d'aider, de soutenir aussi des autres structures qui participent à ce projet. Donc, je vais vous faire une rapide présentation de quelques outils sur LIFE. Je vous présenterai aussi ce que sont les tourbières, puisque c'est le point central de notre projet. Je vous présenterai le programme, et puis effectivement, Mathilde, après, vous présentera un des territoires sur lequel le projet intervient. Voilà, je vais vous partager mon écran. Voilà. Normalement, ça devrait bien s'afficher. Donc, le programme LIFE Anthropophanes. Hop, voilà, ça s'affiche. Donc, comme je vous disais, je vais vous présenter tout d'abord les principaux outils de l'Union européenne pour la biodiversité. Alors, il faut savoir que l'Union européenne intervient sur la biodiversité finalement depuis plusieurs dizaines d'années au travers de différents outils, différents programmes, que sont principalement, je vais vous en parler de 3 spécifiquement, Natura 2000, le programme LIFE et un dont on entend parler récemment, qui est le Pacte vert, le Green Deal. Donc, tout d'abord, Natura 2000. Natura 2000, c'est issu de 2 textes, 2 directives, donc ce sont des textes édictés par l'Union européenne, qui s'appellent la directive Oiseaux et la directive Habitat Faune-Flore, qui sont en fin de compte des listes d'espèces, que ce soit des oiseaux, des plantes, des mammifères, ou des écosystèmes, donc ce qu'on appelle des habitats, qui sont considérés comme étant à enjeu au niveau de l'Union européenne. Une fois que ces sites sont établis, chaque pays de l'Union européenne propose différents sites sur lesquels ces enjeux sont présents, ce qui permet de constituer un réseau de sites à l'échelle de l'Union européenne qui s'appelle le réseau Natura 2000. Cela permet de pouvoir, sur ces territoires, porter des contrats, d'avoir des moyens financiers
pour mettre en œuvre des actions qui permettent de préserver donc, ces espèces ou ces habitats. Le deuxième outil, qui est complémentaire à Natura 2000, ce sont les programmes LIFE. Alors, le programme LIFE, pour l'instrument financier pour l'environnement de l'Union européenne, en fait, c'est un programme qui permet de soutenir des projets qui vont être portés par des structures, que ce soit des associations, des entreprises, des établissements publics, des communes, et qui leur permet de mettre en œuvre des actions sur la nature, la biodiversité, l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique ou encore la transition énergétique. Et donc ces structures déposent un dossier, et s'il est retenu par l'Union européenne, ils ont des financements sur un certain nombre d'années pour mettre en œuvre leurs actions. Et le dernier outil dont je souhaitais vous parler, qui est assez récent, c'est le Pacte vert et une partie qui est la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 et qui est tout récent puisqu'il est 2020 et qui constitue une feuille de route pour les pays de l'Union européenne sur lesquels ils s'engagent à atteindre certains objectifs, dont le principal est celui de rendre l'Europe neutre en carbone d'ici 2050. Et donc ça permet de mobiliser des moyens financiers, de renforcer certains ou d'en créer des nouveaux pour mettre en œuvre tout un tas d'actions sur les territoires. Et donc, nous, notamment au travers du programme LIFE et de Natura 2000, nous avons mis en place un programme qui permet de préserver les tourbières sur les Hauts-de-France et sur la Wallonie. Et tout d'abord, avant de vous parler du programme en lui-même, je vais vous présenter rapidement ce qu'est une tourbière. Et alors, on va revenir assez loin dans le temps, puisque en fait, les tourbières sont des milieux qui sont très anciens. Et donc, sur l'image qui va s'afficher sur votre écran, qui est une photo d'un fleuve en Nouvelle-Zélande, et ben en fait, il faut voir que cette vallée-là qu'on imagine avec tout ce réseau de cours d'eau un peu enchevêtrés, c'est à quoi pouvaient ressembler un peu nos vallées par chez nous, mais il y a 13 000 ans, voilà. Et donc, il y a 13 000 ans, on a commencé à avoir un réchauffement progressif du climat, ce qui a pu entraîner aussi également des ralentissements de l'écoulement des eaux donc, dans ces vallées. Et on a eu, parallèlement à ça, des stabilisations de berges de ces cours d'eau et des remontées de nappes phréatiques, ce qui fait que entre moins 13 000 et moins 10 000 ans, on a eu des eaux qui sont devenues plus stagnantes, donc étaient vraiment très peu mobiles, et de fait, dans lesquelles il y avait moins d'oxygène. Et donc, suite à ça, il y a un début de tourbe qui a commencé à s'accumuler, ce qui a comblé progressivement les fonds de vallée. Alors, je vous parle de tourbe, on parle de tourbière, de tourbe. La tourbe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. La tourbe, déjà, elle est très liée à l'eau, puisqu'en fait, les tourbières, ce sont des milieux humides qui sont vraiment saturés en eau en permanence, c'est-à-dire vraiment tout au long de l'année, par une eau qui est là, donc dans le sol, ce n'est pas des grands lacs, etc. Non, c'est un sol qui est vraiment très trempé. Ça provoque des conditions qui vont être vraiment très spécifiques, et on va avoir des milieux qui vont être très pauvres en oxygène, ce qui ne va pas permettre aux micro-organismes qui décomposent d'habitude la matière et qui vont former l'humus, ils ne vont pas avoir d'oxygène pour effectuer leur action, donc les champignons, les bactéries, etc. Ce qui fait qu'on va avoir des milieux qui vont être pauvres en nutriments. Et donc, ça va créer des conditions qui vont être vraiment très spécifiques, la matière ne va pas se dégrader. Et donc, elle va s'accumuler progressivement. Et au fur et à mesure de son accumulation, elle va former la tourbe. Et alors, la tourbe, au final, c'est une véritable roche végétale fossile. C'est une accumulation de matière plus ou moins dégradée. Ce que vous pouvez voir sur les photos sur le côté, c'est un petit sondage de tourbe qu'on a fait. Là, c'est dans un marais à côté d'Amiens, donc dans le département de la Somme. On a pris un outil qu'on appelle un carotyrus, on a creusé un petit peu. Et donc, dans les 50 premiers centimètres du sol, on avait une espèce de tourbe qui est constituée de débris végétaux. Donc les débris végétaux, ça va être notamment des bouts de plantes, des bouts de feuilles, de la mousse, etc. On retrouve aussi des fois des insectes qui se font piéger, etc. Et puis en dessous, on retombe sur différents types de sols. Alors il faut savoir que les tourbières elles peuvent descendre à plusieurs mètres de profondeur. C'est assez variable selon les territoires. Et alors, sur la diapositive suivante, vous pouvez voir ce qui s'est passé à peu près à partir d'il y a 10 000 ans. Les vallées se sont comblées, ça a créé plusieurs types d'écosystèmes. Et donc, on a des vallées qui vont être beaucoup plus végétalisées avec un peu moins de cours d'eau, un peu moins de diffusion.
Et donc, sur les photos, vous pouvez voir sur les photos du haut, notamment, un sondage de tourbe qui a été fait dans la région, avec voilà, des débris de bois qu'on retrouve donc, dans le sol, des fois à plusieurs mètres de profondeur. Là, c'était à 3 mètres de profondeur, on a retrouvé des débris de bois vraiment très bien conservés. Et on retrouve aussi voilà, des débris de mousse ou de roseaux, comme on peut voir sur les photos du bas. Donc là, c'est une vallée de la Rozpuda qui se situe en Pologne et qui est très proche, on va dire, des tourbières qu'on retrouve par chez nous. Et donc, une tourbière, ce n'est pas un écosystème, en fait, c'est tout un tas d'écosystèmes, d'habitats naturels, qui vont être composés, voilà, des fois de végétation très haute, ce qu'on appelle des roselières, mais des fois de végétation plus basse, proche des prairies, ou alors un peu de végétation de marais. Et on retrouve, dans certains cas, un peu aussi de zones de boisement. Mais voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les tourbières, c'est principalement constitué d'eau et de végétation, voilà, qui s'accumulent au fur et à mesure du temps. Et alors, pourquoi les tourbières sont importantes? Eh bien, tout d'abord, pour la biodiversité. En fait, il faut savoir qu'il y a de très nombreuses espèces qui vivent dans ces milieux-là et qui ne vivent parfois que dans ces milieux-là, ou alors elles ont une partie de leur cycle de vie qui passe forcément par les tourbières. Et si on enlève les tourbières, eh ben, ces espèces elles vont disparaître. Sachant qu'on est dans des milieux qui ont des conditions vraiment extrêmes, c'est ce que je vous disais, les tourbières, il y a beaucoup d'eau, il y a peu de nutriments, peu d'engrais, donc voilà, c'est des végétations qui sont vraiment très particulières. Et parmi les espèces qu'on peut retrouver, là je vous ai mis quelques petites photos de plantes, on va retrouver des plantes comme le trèfle d'eau, le Liparis de Loisel, qui est une toute petite plante qu'on retrouve dans nos tourbières. On a aussi le marisque, qui ressemble un peu à des roseaux, qui fait voilà, des grandes feuilles assez longues. Et je ne vais pas toutes vous les citer, mais on retrouve aussi des animaux, donc on retrouve des sortes de libellules, comme vous le verrez quand l'image s'affichera, mais la leucorrhine à queue large, qui est une sorte de libellule, des araignées, et notamment l'araignée dolomède, qui est vraiment, pour cette espèce-là, vraiment typique des tourbières de par chez nous. On trouve aussi quelques mollusques, donc là c'est le vertigo étroit, donc c'est une sorte de, on pourrait dire, un tout petit escargot, et bien évidemment on retrouve de nombreux oiseaux, dont le blongios nain, qui est un tout petit héron en fait, qu'on retrouve dans les zones humides. Et ces habitats-là voilà, sont des espaces très fragiles, et les espèces qu'on y retrouve sont également très liées à ces milieux-là. Donc, quand les tourbières disparaissent, les espèces qui vont avec aussi. Mais les tourbières, c'est aussi très important pour ce qu'on appelle les services rendus. En fait, il faut savoir que les écosystèmes, quand ils fonctionnent de façon normale, ils rendent certains services à la société, et j'en ai pris pour exemple 2 pour les tourbières, parce qu'il y en a tout un tas, mais parmi les 2 qu'on pourrait citer, c'est que quand une tourbière fonctionne bien, eh ben, elle rend un rôle par rapport à l'eau. La tourbe, en gros, c'est composé de 90% d'eau. Elle va avoir tendance à la capter, c'est-à-dire que par exemple en période d'inondation, ça va être des zones qui vont pouvoir accumuler l'eau et éventuellement la restituer en période sèche, un peu comme une éponge au final. Voilà, donc ça c'est un des services que rendent les tourbières gratuitement à nos sociétés. Une deuxième, et qui est vraiment très important, notamment en ce moment, c'est qu'en fait, une fois qu'on a retiré ces 90% d'eau, et ben dans les 10% qui restent, c'est au moins 30% de carbone. Donc c'est des stocks, les tourbières, de carbone qui sont vraiment gigantesques. Et donc il faut savoir que globalement, les études récentes nous montrent, c'est que 1 hectare de tourbière, en termes de stockage de carbone, c'est 10 hectares de forêt. Donc c'est très important de les préserver, puisque si les tourbières sont mal gérées, et ben, ce stock de carbone, il va retourner dans l'atmosphère, il va retourner dans les cours d'eau, etc. Et donc, il y a un gros risque pour le climat. Alors, les Hauts-de-France dans tout ça, ben, c'est assez simple. Sur la carte qui va apparaître à vos écrans, vous pouvez voir en jaune et en rouge les zones où il y a beaucoup de tourbières. On retrouve principalement les tourbières, des grosses zones de tourbières dans les montagnes, donc c'est des tourbières qui sont plutôt acides. Ça, c'est lié à leur alimentation en eau. Donc c'est plutôt les tourbières de montagne. Et ensuite, on retrouve des tourbières dans le nord et l'ouest de la France qui vont être plutôt dans l'ouest des tourbières acides, ça c'est lié au sol, qui est un peu plus acide, et chez nous, c'est ce qu'on appelle des tourbières alcalines, donc qui ont un pH qui est un petit peu au-dessus de 7. Voilà. Et donc ça, c'est lié au fait qu'on a des sols qui sont principalement constitués de roches calcaires et qui sont très riches en éléments alcalins. Et comme les tourbières sont alimentées par les nappes phréatiques, l'eau qui remonte donc de ces nappes est riche, on va dire, en calcaire, en carbonate,
et c'est ce qui donne à cet milieu cette spécificité au niveau du pH. Et donc, parmi tous ces sites qu'on retrouve dans le nord de la France, et ben en fait, ils vont constituer les principales zones de tourbières alcalines du nord de la France, mais même de l'ouest de l'Europe. Et parmi toutes les tourbières qu'on a sur la région Hauts-de-France, il y en a certaines, celles qui sont listées à votre écran. La vallée de la Scarpe et de l'Escaut, Mathilde vous en parlera tout à l'heure. On a aussi la vallée de la Somme et de l'Avre, et d'autres marais, je vous les resituerai sur une carte dans la diapositive juste après, qui sont même considérées d'importance internationale au titre d'une convention qui s'appelle la Convention de Ramsar, qui met en avant les zones humides d'importance internationale. Et donc les Hauts-de-France ont vraiment un rôle majeur à jouer pour la préservation de ces écosystèmes. Et alors pourquoi agir pour les tourbières ? Eh bien, tout d'abord parce que ce sont des milieux qui sont menacés. Il y a une très forte perte de surface de tourbières, de zones humides globalement, mais beaucoup de tourbières. Et donc c'est important de les protéger et de les réparer quand on le peut, puisqu'il faut protéger les derniers espaces qu'il reste, puisqu'aujourd'hui les surfaces sont très réduites. Il y a aussi une menace qui est très forte, qui va être liée à l'eau, puisque comme une tourbière sans eau, c'est une tourbière qui va mourir, eh ben, il y a aujourd'hui des soucis sur l'alimentation. On retrouve qu'il y a moins d'eau aujourd'hui dans les tourbières et la qualité de cette eau est en général dégradée. Donc il y a des enjeux pour améliorer la gestion de l'eau au sein de ces écosystèmes. Et le dernier, c'est que historiquement, ce sont des milieux où il y a eu de nombreux usages, et notamment la fauche et le pâturage, donc des usages plutôt agricoles, mais on est sur des milieux qui sont très complexes. Et ces activités ont eu tendance à régresser au fil du temps. Et aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu pour retrouver ces pratiques, des pratiques d'entretien, donc des pratiques de gestion. Et c'est là qu'arrive le programme LIFE Anthropocène. Alors, le programme, qu'est-ce qu'il vise comme enjeu ? Déjà, c'est de protéger les derniers réservoirs de biodiversité de tourbières sur la région. Ensuite, ça va être de faire en sorte que ces milieux puissent s'adapter aux changements et aux perturbations, donc de les rendre résilients, voilà, qu'ils puissent se réparer et faire en sorte qu'ils refonctionnent de façon naturelle. Et ensuite, je vous le citais tout à l'heure sur les services rendus, et notamment l'eau et le carbone, voilà, l'objectif, ça va être, en arrivant à mieux gérer l'eau, en mieux gérant les écosystèmes, de pouvoir assurer la réalisation de ces services. Et au final, l'enjeu de notre projet, c'est de restaurer les conditions qui vont faire en sorte que 480 hectares de milieux tourbeux des Hauts-de-France et de Wallonie puissent fonctionner correctement et permettre d'avoir un bon état. Et donc, sur tous les sites, sur la carte qui va s'afficher à votre écran, vous pouvez voir qu'on intervient donc du littoral du Pas-de-Calais et de la Somme, quasiment jusqu'au Luxembourg avec nos partenaires belges, avec des sites qui vont être principalement concentrés sur la vallée de la Somme, mais qui vont être également répartis comme près de Douai, avec donc les tourbières de Marchiennes et le marais de Sonneville. Après, plus proche dans le sud de la région, les marais de Sassy et de la Souche, et bien sûr, donc, près du Luxembourg, chez nos partenaires belges, la vallée de la Semois, avec 2 sites qui sont là. Donc on est aussi, c'est ça l'intérêt de notre programme, sur un projet qui est transfrontalier. Et c'est un projet qui mobilise beaucoup de monde. En fait, on est 9 structures qui allons mettre en œuvre des actions dans le cadre de ce programme-là, notamment le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, qui est le principal bénéficiaire et qui est le coordonnateur du programme, mais aussi le parc naturel régional Scarpe-Escaut, qui intervient sur les sites dont il est gestionnaire. Et donc, on ne fait pas ça tout seul, c'est un programme dans lequel on a aussi des partenaires financiers, principalement l'Europe, qui finance à 60% le projet, mais aussi les agences de l'eau, puisque donc les agences d'eau sont des structures publiques qui financent l'eau potable, etc., l'assainissement, mais aussi des projets de restauration de zones humides. Et on a d'autres partenaires financiers, mais on a aussi des partenaires institutionnels, des structures avec qui on travaille régulièrement. On a le département de la Somme, on a la région Hauts-de-France qui nous accompagne dans ce projet-là, mais aussi l'État qui travaille à nos côtés. Et donc, tout ça, on va mettre tout un tas d'actions en œuvre pour un budget qui est très élevé, mais pour aussi de grandes ambitions, puisqu'on a un budget qui est de 18,7 millions d'euros, et donc principalement financé par l'Union européenne au travers du programme LIFE dont je vous ai parlé au tout début, mais aussi par les agences de l'eau.
Et alors cet argent, vers quoi il va aller? Et bien, sur les graphiques qui vont s'afficher à votre écran, vous pouvez voir sur le graphique du milieu, donc c'est la partie en grise à 66%, ça concerne des travaux. Les travaux, je vous parlerai juste après de quoi il va s'agir. Et sur le deuxième graphique, donc celui qui se situe à droite de votre écran, et bien vous pouvez voir la partie en vert, donc les 60% plus les 7%. Ça va être tout le budget qui va être, pour lequel qu'on va utiliser en faisant appel à des entreprises. Donc en gros, il y a 67% de notre budget qui va aller dans des entreprises avec qui on va travailler, donc des entreprises qui vont venir nous faire tous nos travaux, etc. Et donc, maintenant, je vais passer un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans le cadre de ce Life Anthropocène? Tout d'abord, des études et des suivis, puisqu'il faut qu'on puisse s'assurer que ce qu'on fait, ça va dans le bon sens, et ça nécessite notamment d'étudier les végétations qu'on retrouve. Je vous l'ai dit, l'eau est très importante, donc forcément, on va suivre les niveaux d'eau, la qualité des eaux, etc. Donc, on va faire tout un tas d'analyses et de suivis sur l'eau. On va regarder aussi l'état des sols, puisque les tourbières, c'est avant tout un sol qui est constitué de tourbe, donc on va regarder un peu son état, etc. Et on va regarder quelques espèces donc, qui sont indicatrices du bon état ou au contraire de la dégradation des milieux. On va faire aussi des opérations de communication. On a un site internet que je vous invite d'ailleurs à aller voir, une page Facebook que je vous invite à aimer, mais on va faire aussi des animations nature, on va être là aussi présent dans les médias, d'ailleurs on a eu quelques articles dans de la presse locale ou aussi sur la radio. On va rédiger aussi des guides techniques, ça c'est pour toutes les structures ou toutes les personnes qui sont amenées à gérer des espèces de tourbières, on va essayer de faire des guides qui pourront leur amener des conseils pour bien gérer ou bien suivre leur tourbière. On va aussi réaliser des ateliers d'échange entre structures professionnelles, avec les élus, etc. Parce que l'objectif, c'est de faire un projet qui est rassembleur. Et on va aussi faire des formations sur des domaines un peu récents. Et ensuite, on va faire des travaux, qui est le gros du projet. Donc, je vais passer sur quelques diapos. Les premiers, ça va être d'améliorer la gestion de l'eau. Donc, le premier, ça va être d'empêcher que l'eau sorte du marais de façon systématique. Donc, on va neutraliser des fossés qui évacuent l'eau alors qu'on voudrait que l'eau reste. On va également aussi poser des équipements, donc des sortes de seuils qui nous permettent de gérer les niveaux d'eau comme on l'entend et en faveur des écosystèmes de tourbières. Et éventuellement, sur certains sites, on va poser des aménagements qui vont permettre de filtrer l'eau avant que l'eau n'arrive dans nos marais. Donc ça va être ce qu'on appelle de la phytoépuration, de l'épuration par les plantes. Ensuite, on va faire des travaux de déboisement, puisque avec l'arrêt du pâturage et de la fauche, il y a beaucoup de milieux qui ont tendance à se boiser. Et comme je vous l'ai dit un peu au début, les tourbières, c'est quand même principalement des milieux plutôt avec des végétations de roselières, des prairies, etc. Donc on va aller déboiser ces milieux-là, et on va aussi faire ce qu'on appelle des opérations de décapage. Ça veut dire qu'on va aller enlever les premiers centimètres du dessus du sol qui sont en général en mauvais état et qui ne permettent pas à la végétation de tourbière de vraiment bien s'installer. Donc ça va faire partie en gros des principales opérations. On va également mettre en place des travaux de pâturage. Alors ici, c'est avec une race de vaches qui s'appelle les vaches nantaises. On travaille notamment avec un lycée agricole sur une des tourbières, mais ça peut être aussi éventuellement avec des agriculteurs. On va faire des opérations de fauche mécanisée quand on peut, et le problème, c'est que les tourbières, c'est aussi des milieux qui ne peuvent pas des fois supporter le poids de machines, donc ça va être aussi de la fauche manuelle avec des débroussailleuses, etc. Donc voilà, toutes ces opérations sont bien sûr très complémentaires, et les structures, on est nombreux, on est tous complémentaires, on ne se marche pas sur les pieds, au contraire, on a eu la chance de pouvoir se réunir, de monter un programme qui est très intéressant, et je vous invite à regarder la présentation de Mathilde qui va vous présenter concrètement ce qu'on va faire sur un site et vous présenter les tourbières de Vray et de Marchiennes. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions, surtout si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Merci Mathieu. Vous m'entendez bien? Oui, pas de souci. Ok. Donc, je me présente. Moi, c'est Mathilde Castelli. Je travaille pour le Parc naturel régional Scarpe-Escaut et comme Mathieu l'a indiqué dans sa présentation, le parc est bénéficiaire associé de cet ambitieux projet Life Anthropocène pour les années 2020 à 2025. Je vais partager également mon écran et on fait la vidéo.
Avant de débuter, d'entrer directement dans le vif du sujet sur comment on met en œuvre le Life Anthropofence sur le territoire du parc, je voulais faire un rapide rappel sur ce que c'est qu'un parc naturel régional, parce que ce n'est pas forcément connu du grand public, malheureusement. Donc voilà, j'ai préparé quelques slides là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parc naturel régional, c'est un territoire à dominante rurale et qui est habité. On n'est pas dans une réserve naturelle, c'est un territoire où des gens habitent et ont des activités. C'est un territoire dont les patrimoines paysagers, culturels et naturels sont remarquables mais fragiles. Généralement, le classement d'un parc ne se justifie que pour des territoires dont l'intérêt patrimonial est remarquable pour la région. Et enfin, c'est souvent l'initiative locale des acteurs de terrain, donc les associations, les élus, les habitants, que naît l'idée d'un parc. Et c'est les régions concernées qui décident alors de donner suite à l'idée ou non. Donc, c'est vraiment un territoire qui est organisé autour d'un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de l'environnement. Le parc naturel régional est orienté par un document principal qu'on appelle la charte du parc et qui développe 5 champs d'action. Chaque territoire de parc est concerné par ces grands types d'actions. Donc la protection, la gestion du patrimoine naturel et culturel, l'aménagement du territoire, le développement économique et social, l'accueil, l'éducation et l'information du public, et enfin l'expérimentation et la recherche. Donc on est une équipe de salariés au service du territoire et à l'écoute des élus et des habitants évidemment. Si on zoome sur le territoire du parc naturel régional Scarpe-Escaut, sachant qu'on est 5 territoires labellisés parc naturel régional en Hauts-de-France, avec désormais le tout nouveau parc baie de Somme, littoral Picard, il me semble. Donc nous, on a la particularité, comme on l'a dit en introduction, d'être le premier parc de France, puisqu'on a été créé en 1968. On est le plus petit, avec nos 48 000 hectares. On concerne 55 communes qui ont signé la charte du parc, et on est le plus densément peuplé. J'ai mis une petite carte pour vous orienter sur l'étendue de la surface du parc. On est situé entre le Valenciennois, le Douaisis et puis la frontière belge. Évidemment, on a plusieurs caractéristiques naturelles sur notre territoire de parc qui ont fait qu'on est labellisé parc naturel régional. Et notamment, il faut savoir que Scarpe-Escaut est le plus grand complexe de zones humides des Hauts-de-France à l'intérieur des terres. Donc, d'où notre nom, la Scarpe et l'Escaut. Donc, la Scarpe qui est une rivière et l'Escaut le fleuve. Et au-delà de ce grand fleuve et de cette rivière, on a des zones humides continentales. Donc, on peut citer des marais, des cours d'eau, des nappes d'eau souterraines et aussi les tourbières alcalines. Forcément, on est un territoire riche de biodiversité, riche d'enjeux sur les milieux naturels. Et donc, à ces milieux humides sont souvent inféodés des écosystèmes très spécifiques et d'intérêt européen de par leur richesse et leur rareté. D'où la présence, par exemple, de 4 sites Natura 2000 sur notre territoire de parc et la labellisation toute récente, puisqu'on a fêté les 1 an du site Ramsar, Vallée de la Scarpe et de l'Escaut, cette année, là, en février. Pour zoomer sur le live, comment se traduit-il sur le territoire du parc naturel? Tout à l'heure, Mathieu parlait d'un budget conséquent. En effet, pour le territoire du parc, on a l'opportunité d'obtenir 1,2 million d'euros de la part de l'Union européenne, de l'Agence de Loire-Picardie et uniquement 1% à la charge du parc pour la restauration de milieux très spécifiques que sont les tourbières. On a donc 6 années pour préserver et restaurer des tourbières et des prairies paratourbeuses avec un programme de travaux, donc des travaux ambitieux de restauration de milieux et d'entretien par la suite. Ensuite, on a 6 années pour partager et améliorer les connaissances acquises durant ce projet.
par le biais d'études très spécifiques qui vont permettre de comprendre comment fonctionnent les sites au niveau hydrologique, par exemple, comment pâturer les tourbières pour les préserver sur le long terme, avoir des données naturalistes, mieux connaître du coup la faune, la flore et la faune qui peuplent ces tourbières, et puis évidemment échanger entre experts et gestionnaires de milieux naturels. On a également 6 années pour communiquer et sensibiliser via différents médias auprès de différents publics. Sur le territoire du parc naturel régional Scarpe Escaut, on a 3 sites qui ont été intégrés dans ce projet ambitieux. Il s'agit de la tourbière de Vray, la tourbière de Marchienne et enfin du marais de Sonneville qui se situe à Vendignamage, une petite commune du parc. J'ai décidé aujourd'hui de zoomer sur un seul des 3 sites concernés puisqu'on n'a pas énormément de temps et je voulais prendre le temps de vous expliquer comment on coordonne la mise en œuvre d'un projet LIFE sur un site. Donc là, j'ai mis une photo aérienne de la tourbière de Marchienne qui longe la Scarpe, que vous voyez là en bas de la photo. C'est un site naturel de grand intérêt pour les paysages et pour la biodiversité et qui lui a valu d'être classé en réserve naturelle régionale. C'est une propriété communale qui est gérée par le parc naturel régional Scarpe Escaut. On a des agents techniques qui se chargent de la gestion et de l'entretien du site et de sa valorisation auprès du public. On est sur un site qui est pâturé par des vaches locales, les rouges flamandes. Donc, vous voyez une photo de cette vache rustique qui est capable de pâturer et de se maintenir dans les milieux spécifiques que sont les tourbières, évidemment dans les milieux les moins ennoyés, mais elle participe à l'entretien naturel de la tourbière. Donc on a une délégation de gestion, en tout cas, et un partenariat avec un éleveur local pour faire pâturer cet espace de nature par des vaches. On y trouve forcément une mosaïque de milieux humides très spécifiques, donc des milieux plus ou moins verts. Donc on aura des boisements, on a aussi des étendues de roseaux, on a des zones d'eau libre. Voilà. On a toute une série de milieux très spécifiques auxquels sont inféodés forcément une faune et une flore remarquables. Donc là, j'ai mis plusieurs photos, quelques chiffres. Voilà, 235 espèces végétales inventoriées à Vray ces dernières années, depuis qu'on connaît la tourbière, 170 espèces de champignons, 122 espèces d'oiseaux. En haut à gauche, vous avez une photo de la grenouille des champs, qui est une grenouille vraiment spécifique des milieux tourbeux. Et pour vous dire, on connaît aujourd'hui 4 stations en France, dont la tourbière de Vray et la tourbière de Marchienne, qui se situent sur le territoire du parc. Le busard des roseaux, qui est un rapace qui peut nicher dans les tourbières, la gesse des marais, la petite fleur violette que vous voyez en photo, la couleuvre à collier, le vertigo, voilà, la dolomette qu'on retrouve, dont Mathieu a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc forcément, on a une richesse remarquable, une richesse en biodiversité remarquable. Malheureusement, depuis qu'on gère le site, le constat est un peu alarmant ces dernières années, puisque, vous l'aurez remarqué, on subit des sécheresses prolongées et de plus en plus régulières depuis 5 ans à peu près. Donc les périodes d'assec sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues. À cela s'ajoutent du coup quelques pollutions locales. Vous verrez là sur les cartes aériennes que c'est un site qui est cerné par les habitations sur sa moitié de périmètre, on va dire. Donc il arrive que des pollutions locales arrivent. Et puis forcément, Mathieu l'expliquait tout à l'heure, une tourbière, c'est principalement constitué d'eau et a besoin d'eau pour sa préservation. Donc, l'absence d'eau a fait que les arbres ont poussé, on continue à croître de manière très importante, à tel point que, on parle de fermeture de milieu, et malgré
les agents de terrain et les modalités et les différents financements qui nous permettent d'entretenir cette tourbière. Ce n'est pas le seul site qu'on a en gestion. On s'est retrouvé face à une tourbière qui commence à se fermer. Et du coup, on a réellement une menace sur les espèces et les habitats naturels typiques des milieux tourbeux alcalins. Donc, face à ce constat, on a forcément imaginé tout un programme de travaux ambitieux pour restaurer cette tourbière qui fait partie, qui est emblématique de notre territoire. Donc, on s'est concentré sur les secteurs à enjeux les plus importants, à savoir le cœur de la tourbière, et sur les secteurs forcément où l'action de quelques équipes d'agents où on avait besoin de financements plus importants et de suivre aussi l'évolution des actions, des travaux qu'on allait mettre en place. Donc, ça représente sur la tourbière de Vray pas moins de 7,5 hectares de surface à restaurer. Voilà, qu'on a divisé en plusieurs unités de travaux. Bon, là, c'est une carte technique, mais comment ça va se traduire, la restauration des milieux humides, je vous l'ai dit, du coup, ça s'est emboisé. Donc, la première étape, c'est de déboiser pas mal des unités concernées. Donc, unités A, B et C vont être déboisées dès l'année prochaine pour retrouver un milieu ouvert. Ensuite, une fois que les milieux seront déboisés, l'idée, c'est d'entretenir les secteurs pour qu'ils restent ouverts et d'essayer de restaurer les habitats naturels ciblés par le programme LIFE. Donc, comment, dans une tourbière, on peut entretenir les milieux ouverts? Voilà, on peut retrouver la gestion historique des milieux, c'est-à-dire qu'on va soit faucher, soit mettre en pâturage. Donc, selon les unités de travaux et selon les modalités de gestion et d'entretien, on va retrouver des habitats naturels différents et du coup, retrouver une mosaïque de milieux, c'est ce qu'on recherche au sein de la tourbière. Au-delà du déboisement et de la mise en pâturage par des races locales et rustiques et la fauche exportatrice de la végétation par entretien, on a également la pose d'un seuil de régulation des niveaux d'eau pour essayer de garder le maximum d'eau, un maximum de temps durant l'année. Voilà pour les gros travaux qui sont imaginés sur la tourbière de Vray. Donc, je le disais, les 3 sites du parc naturel régional sont concernés par toutes les actions projetées dans le cadre du LIFE. Donc, des actions concrètes des travaux et d'entretien des milieux, et puis la gestion des niveaux d'eau. Et en parallèle, évidemment, on va étudier comment réagissent ces tourbières à nos travaux et puis essayer de mieux comprendre aussi leur fonctionnement. D'où le fait de mener des études techniques et scientifiques sur les tourbières. Donc, par exemple, vous avez des photos en bas à gauche pour mieux comprendre ce qui se passe dans le sol, en souterrain, et les relations qu'il peut y avoir entre les nappes souterraines d'eau, donc la nappe de la Crie en l'occurrence, et ce qu'on retrouve en surface, et comment fluctuent les niveaux d'eau et comment se font les transferts d'eau au sein des sites pour mieux comprendre comment ça fonctionne et du coup mieux les préserver. On aura aussi des études agroécologiques, donc étudier la gestion des tourbières par le pâturage et réfléchir sur le développement d'une filière, pourquoi pas. Et enfin, on est concerné aussi par des suivis des milieux naturels et des espèces ciblées par le LIFE, donc en établissant un état initial, donc un état 0 avant travaux, et un état final après travaux, pour voir comment réagit la biodiversité à nos actions de gestion. Forcément, je voulais quand même citer les deux autres sites concernés par le projet, hein,
Donc, j'oublie pas la tourbière de Marchienne, qui est quand même une grande entité de 70 hectares dans son ensemble. Pour les travaux, ça se concentre sur le cœur de l'entité fonctionnelle, donc une trentaine d'hectares. Pour le coup, ce site était privé jusqu'en décembre 2019 et a été acheté par le CEN Hauts-de-France, donc le conservatoire d'espaces naturels, grâce au LIFE, et donc pourra préserver ce site sur le long terme. Et enfin, le marais de Sonneville, qui est un petit marais de 11 hectares, qui est une propriété du parc naturel régional, se situe avant Digne-à-Mage et constitue aussi encore un reliquat des prairies paratourbeuses, donc typique de la vallée de la Scarpe historique. Donc c'est un site qui présente également beaucoup d'enjeux au niveau paysager et biodiversité, et qui est concerné par le projet également. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé d'aller assez rapidement pour qu'on ait un temps d'échange avec la salle. Eh bien, merci beaucoup à Mathieu James qui va se réapparaître et à Mathilde Castelli. Donc, pour les questions, parce qu'effectivement, la demi-heure c'est un peu rallongé, mais c'était très intéressant. Première question, je pense, qui tombe absolument sous le sens. Donc, bon, je pense, enfin, Mathilde, est-ce qu'il est possible de visiter les tourbières? Est-ce qu'il est possible de visiter les tourbières? Alors, ça dépend de certaines tourbières. J'ai fait un focus sur la tourbière de Vray. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, on a parlé de milieux humides. On a des secteurs sur Tremblant qui sont peu accessibles et pour lesquels il faut être assez habitué pour circuler dans la tourbière. Donc, on est dans le cadre d'une réserve. C'est un site qui est fermé au public. On peut emprunter des circuits de randonnée qui jouxtent la tourbière. Mais le parc naturel régional ouvre de temps en temps, ponctuellement, la tourbière au public. Et je pense que c'est le cas de plusieurs autres sites naturels concernés par le LIFE. Voilà, ce qui permet, c'est toujours dans des animations, comment dire, accompagnées accompagnées d'un agent du parc ou du CEN. Ça dépend de qui est le gestionnaire du site. Je laisse la parole à Mathieu. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des sites qui sont ouverts au public. D'ailleurs, dans le cadre du LIFE, on va essayer d'en ouvrir de nouveaux au public, dont la tourbière de Vray. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et on espère pouvoir faire des travaux, des quelques équipements d'ouverture au public, que ce soit un observatoire, des panneaux, etc. Effectivement, il y a des animations. Alors, il y a des sites qui sont déjà ouverts au public, que ce soit dans le cadre de sorties encadrées ou en visite libre. Dans les sites que j'ai en tête, alors on a la réserve naturelle du Romelard près de Saint-Omer, qui est peut-être un des sites que je connais qui est assez proche de vous, mais sinon dans la Somme, là géré par le Conservatoire d'espaces naturels, on a la tourbière, la réserve de Boves, de l'étang Saint-Lac, juste à côté d'Amiens, qui est ouverte au public, il y a des panneaux, des audioguides, etc. L'objectif, comme ce sont des milieux sensibles, effectivement, c'est de faire très attention quand on les ouvre, puisque c'est important d'en faire profiter les gens, de leur faire comprendre pourquoi c'est important, etc. En revanche, voilà, faut toujours un peu le compromis entre ouvrir et puis préserver. Mais ça se fait. Je vais peut-être juste préciser pour que les personnes puissent savoir, au cas où ils voudraient participer justement à dès que ce sera de nouveau possible, à une des activités accompagnées, etc., puisque je pense que quand même la plupart dans les environs sont fermés, il faut se rendre ou avoir l'information. Voilà, tout bêtement, il faut aller sur quel site Lorsque c'est dans le cadre d'animation accompagnée d'agents, généralement, ça rentre dans le cadre de programmes d'animation et tout ça est repris sur nos sites internet. Donc, moi, le site internet du parc, la page Facebook du parc naturel régional, et j'imagine que c'est la même chose pour le CEN.
Ouais, tout à fait. Et il y a quelques animations qui sont prévues dans le cadre du Life Anthropophen et on mettra un calendrier de sortie sur le site et aussi sur le Facebook. Donc, on fonctionne effectivement un peu tous de la même façon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur les différents sites internet, que ce soit le parc, le conservatoire et même les autres partenaires du Life pour voir un peu les animations qu'ils font et vous abonner à leur calendrier nature. Ok, on va enchaîner parce qu'il y a des questions. Il y a des questions. J'ai vu. Donc, est-ce que la fermeture des tourbières n'est pas l'évolution normale à long, voire très long terme? Alors, c'est une question assez complexe. En fait, on dirait que dans un fonctionnement naturel, il faut savoir que les tourbières, c'est des milieux hérités qui sont très très anciens et qui n'étaient en fait pas spécialement fermés, en tout cas pas complètement, voilà, qui n'étaient pas complètement boisés. Parce que le fait qu'il y ait des niveaux d'eau quand même tout au long de l'année, ça limite vraiment fortement le développement des ligneux. Donc de tout ce qui est boisement, des arbres, etc. En plus de ça, c'est des sites qui potentiellement étaient pâturés de façon même naturelle, pour tout ou partie. Voilà. Donc, à long terme, c'est très difficile de connaître les dynamiques de ces milieux-là en situation naturelle. On sait qu'aujourd'hui, comme on est dans des milieux qui sont souvent perturbés, notamment le régime des eaux est perturbé, effectivement, ce sont des milieux qui, si on les laisse évoluer naturellement, auraient tendance à se boiser. Naturellement, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est d'ailleurs pour ça en fait, qu'on fait tout un tas d'études aujourd'hui sur l'évolution de ces milieux-là dans nos contextes actuels. Vous voyez la vallée de la Rospuda que je vous montrais en photo tout à l'heure, les milieux ne sont pas spécialement boisés, et pourtant c'est en Pologne et c'est une photo aérienne actuelle, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vraiment presque du cas par cas aujourd'hui. Enfin, Mathilde, je ne sais pas si tu veux rebondir, mais c'est une bonne question. Et ça peut parfois choquer dans le contexte actuel qu'on déboise des milieux naturels. Mais là, pour le coup, c'est nécessaire sur certains sites pour restaurer les enjeux, respecter les enjeux en tout cas de biodiversité sur ce secteur. Entendu. Donc, bonjour, merci pour cette présentation très claire. Donc, pour ce qui est des suivis naturalistes, les données seront-elles disponibles pour le grand public? C'est donc en fait une question d'une enseignante de SVT qui dit que l'étude de ces données de terrain permet aux élèves d'avoir un exemple concret d'actions qui sont menées pour la biodiversité, de comprendre l'impact positif de ces actions. Donc, en gros, je pense que voilà, ça serait bien d'avoir les données pour que ces personnes puissent faire leur travail. Alors, oui, effectivement, c'est une très bonne question et effectivement, je pense que c'est une demande. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on publie spécialement nos données. C'est pas qu'elles soient secrètes ou quoi que ce soit, c'est qu'on n'avait pas forcément identifié ce besoin-là et ça demande quand même du temps et de la gestion. Éventuellement, dans le cadre de cours, ce sera un très bon outil pédagogique et effectivement, c'est une question qu'on n'a pas forcément identifiée, il faut être honnête, mais qui pourrait se poser. On avait prévu de publier pas mal de choses, d'articles ou de choses comme ça scientifiques, pas forcément de données, parce que en général, elles circulent entre les structures qui analysent ces données-là. C'est une bonne question et je vais la relayer auprès de mes collègues, notamment responsables de la communication, notamment dans le cadre d'enseignement. Je pense que c'est une chose qu'il faudrait faire, effectivement. C'est des choses qu'on a peut-être déjà fait, mais pour des projets bien précis et des demandes très rares. Mais c'est déjà arrivé qu'on partage nos données pour un exercice en classe, mais du coup plutôt type master. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut envisager pour la suite. Une autre question de cette enseignante, est-ce qu'il y a des tourbières en dehors des parcs nationaux régionaux qui peuvent bénéficier de ces projets de préservation? Oui, c'est comme je le citais dans le cadre du programme LIFE, il y a 13 sites Natura 2000 qui bénéficient du LIFE Anthropophen. Alors, pour le coup, pour notre programme, ça ne peut se faire que dans les sites Natura 2000, c'est parce que c'est un financement très, très particulier. Après, il existe tout un tas d'initiatives, et il y a notamment les agences de l'eau qui financent des projets de restauration de zones humides. Donc, effectivement, oui, c'est tout à fait possible. Il faut juste effectivement voir la complémentarité des outils, mais effectivement, oui, en dehors des RNR, même des réserves naturelles nationales, oui,
c'est le cas. Il faut savoir que parmi les sites du LIFE, en fait, il y en a très peu qui sont des réserves au final. Entendu. La question est large. Moi, je vais me permettre de poser une petite question. Je pose la question après. C'est juste, en fait, je me suis posé la question de pourquoi anthropophène? Ça veut dire quoi? Voilà. Alors, effectivement, en fait, c'est toujours un peu le défi quand on dépose ce genre de dossier auprès de la Commission européenne de trouver un nom un peu sympa, etc. Et alors, à l'époque, la personne qui a monté le projet, puisque ce n'était pas moi, c'était quelqu'un avant moi qui avait monté le projet. En fait, l'anthropophène, c'est la contraction de deux mots. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ère géologique un peu dans laquelle on vit, donc on connaît, il y a eu l'ère, le Permien, etc., donc les grands âges géologiques, et aujourd'hui, on se situe dans l'ère qui s'appelle l'anthropocène, qui est en fait l'ère géologique dans laquelle l'homme a un impact majeur sur le monde. Voilà, donc ça, c'est pour la partie anthropo. Et en fait, fence, c'est juste le nom anglais des tourbières. Voilà, donc on a fait le petit jeu de mots, la petite contraction. C'est un nom un peu compliqué, on nous l'a dit, effectivement. Ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais effectivement, voilà. Puis c'était l'occasion justement de se démarquer, d'attirer la curiosité des gens. Comme quoi, le projet a été retenu. Donc. Ouais, bah oui. Alors, et pour vous dire, c'est pas facile. J'ai donc, pour l'instant, en tout cas, la dernière question. Comment se passe la gestion de Natura 2000 ? C'est une très large question, effectivement. En fait, il faut savoir que Natura 2000, donc, comment ça se passe à la base? C'est qu'il y a des territoires, des zones géographiques qui sont identifiées et dans lesquelles on retrouve des habitats ou des espèces qui relèvent des deux directives dont je parlais au tout début de la présentation. Une fois qu'on a établi le périmètre, c'est un périmètre qu'on soumet aux différents services de l'État, on le met à consultation publique, etc. Et on demande aussi l'avis, en gros, du ministère de l'Environnement. Une fois que c'est accepté au niveau de l'État, au niveau local, le site est proposé à la Commission européenne qui, elle, valide ou non le site. Une fois que le site est validé, en fait, on désigne, donc l'État va désigner un animateur de ce site. Là, il y a le PNR Scarpesco qui est animateur sur le territoire. Le nom est assez long, je suis désolé, Forêt de Rennes, il est très long, mais voilà. Et en fait, cet animateur, donc qui en fait, un peu comme le coordinateur du live, qui est le coordinateur du site Natura 2000, va créer un document qui va fixer des objectifs et des actions à mettre en œuvre sur une échelle de temps générale de 10 ans. Et après, c'est localement que se passent donc, des actions. Parce que je parlais de contrat Natura 2000, voilà, qui permettent de mettre en œuvre des actions de tout type, qui permettent aussi d'avoir d'autres financements, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, forcément, il y a les structures locales qui vont mettre en œuvre aussi des actions dans le cadre de Natura 2000. Je ne sais pas si ça répond, parce que la question est très très large. Et s'il y a une question très précise à l'échelle locale, je ne saurais pas forcément répondre, mais globalement, un site Natura 2000, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, il faut voir que c'est tout un réseau de sites. Oui, je pense que c'est bien répondu. Effectivement, ça peut faire l'objet d'une autre conférence sans aucun souci. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, nous avons une nouvelle question. Quel frein rencontrez-vous le plus souvent? Des personnes sont-elles opposées à ce type de projet? Si oui, pourquoi? Alors, pour vous dire, après, en fait, ça dépend, je pense, je vais répondre plus au nom du Conservatoire d'espaces naturels, mais je pense que ça vaut pour toutes les structures qui sont dans le projet. En fait, nous, on intervient en concertation avec les gens localement. On travaille avec les communes, on travaille avec les associations locales quand on peut, enfin, quand il en existe, etc. Donc, en général, c'est des projets qui émergent parce que déjà, localement, on sait que c'est faisable. On ne va pas venir s'imposer chez les gens, en fait. Ce n'est pas du tout le fonctionnement. Je pense que c'est pareil pour le parc, le conservatoire. Il travaille avec les gens. On ne travaille pas tout seul dans notre coin. Donc déjà, les difficultés qu'on va rencontrer, c'est plus des difficultés techniques au final. Alors forcément, localement, il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas trop d'accord, etc. Souvent, c'est peut-être parce qu'il ne nous connaît pas assez. Parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes d'environnement. Vous voyez, on est déjà 9 structures, rien qu'à l'échelle de la région. C'est déjà il y a plein d'outils, etc. Ça peut faire peur pour des gens qui ne connaissent pas. Et en plus, on est sur des milieux qui sont aussi très complexes. Et moi, je sais que ce qu'on peut entendre, mais ça ne concerne pas que les tourbières, c'est les gens ont toujours peur, qu'on trouve une espèce protégée et que du coup, on ferme leur territoire, qu'on leur interdise de faire des trucs et tout.
En fait, nous, c'est plutôt la logique inverse, c'est de se dire, ah tiens, s'il y a une espèce intéressante, en général, c'est que ce que faisait la personne, c'était peut-être plutôt pas mal. Donc, on va être plutôt à accompagner ces gens-là, que ce soit les accompagner d'un point de vue technique, pourquoi pas de les aider à monter des dossiers, etc. On est plus dans de l'accompagnement. Donc, je pense que c'est plus une peur ou de la méconnaissance, et ça, c'est notre travail de faire de la pédagogie, comme vous nous offrez l'opportunité ici, finalement, de dire on existe, on est là pour vous accompagner. Si vous avez des projets, venez vers nous, parce que voilà, nous, on est une association, le parc, je ne sais plus quel statut vous avez, vous êtes un syndicat, mais on est un syndicat mixte, oui. Voilà, on est des structures qui fonctionnent vraiment très localement. Donc des oppositions, voilà, il en existe forcément partout, hein. Je pense que c'est plus lié à de la peur et de la méconnaissance qu'on retrouve ça. Et je pense que le budget alloué à la communication, la sensibilisation dans le cadre du live est assez conséquent aussi pour qu'on puisse sensibiliser tous les publics et notamment anticiper voilà, les différents freins qu'on pourrait avoir durant le projet. Mais l'idée, c'est vraiment la concertation. On n'est pas venu d'un coup avec le projet, voilà, on va faire ça. Par exemple, la tourbière de Gré est concernée par un comité consultatif de gestion dans lequel sont représentés la commune qui est propriétaire du site, les chasseurs qui sont des usagers du site, le parc qui est le gestionnaire, mais aussi les associations naturalistes, mais aussi les riverains. Donc, les gens étaient au courant en amont du projet et le suivent au maximum. Et c'est aussi notre travail en tant que coordinateur de les inclure dans le projet. Merci beaucoup. Aaron, y a-t-il une dernière question qui arrive de ton côté? Aaron? Attendez, il y a une autre question qui, paraît-il, nous est arrivée, mais on cherche par quel moyen. En attendant, si vous voulez, je tiens quand même à préciser que les programmes live et globalement les initiatives qui sont portées, on a toujours peur, notamment quand ça vient de l'Europe, etc., de dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer, etc. En fait, il faut voir ça aussi, les financements sont excessivement durs à recevoir. Il y a des critères pour rentrer dedans. Donc, quand on amène des projets comme ça, en fait, c'est une super opportunité pour les territoires parce que ça montre que le territoire, il est intéressant, que l'Europe a envie d'investir dedans et en plus, il y a un très fort attachement sur l'engagement local. Ça, c'est vraiment un point très important, nous, dans nos programmes, qui intervient. Et je pense qu'effectivement, il y a besoin de gros efforts de pédagogie pour montrer un peu ce que c'est les outils, et concrètement, il se passe quoi sur le terrain, comme l'a présenté Mathilde sur les sites. Mais voilà, il faut surtout voir ça comme une belle reconnaissance, parce que ça veut dire que c'est des territoires dans lesquels l'Europe a envie, mais l'Europe, mais tous nos partenaires financiers, puis même nous, en tant que structure, on a envie d'intervenir parce que c'est des territoires qui sont chouettes et qui le méritent. Ok, écoutez, la dernière question qui arrivait était une question, en fait, qui était la toute première question que tout le monde avait envie de poser. Est-ce que c'est accessible au public? Donc, on ne va pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Écoutez, ça fait 1 heure, on va conclure, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, il y a vraiment beaucoup de remerciements pour la clarté, l'intérêt. Je noterai quand même une personne qui a dit pas du tout de la région, super intéressant, je viendrai visiter à l'occasion. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ça sera disponible de toute façon pour ceux qui n'ont pas pu suivre en direct, ça sera disponible en replay. Voilà, merci à Mathieu James, merci à Mathilde Castelli et puis à très bientôt. Merci pour l'organisation et puis merci aux personnes qui ont regardé. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir.